Je ne pouvais pas prendre ce risque d'utiliser ces fonds d'urgence. C'est ce qui va permettre de crédibiliser votre offre. C'est un peu la vitrine du travail que vous allez faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de Soumet. Salut Soumet. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Soumet, vous l'avez vu dans la précédente vidéo sur son parcours, donc qui était assez impressionnant quand même, où tu as commencé à investir, puis tu as créé ta conciergerie. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de retours par rapport à ce sujet. On m'a posé énormément de questions sur la conciergerie. Du coup, on s'était dit, avec Soumet, aujourd'hui, on allait vous faire une petite vidéo récapitulant 7 étapes pour lancer et pérenniser aussi votre conciergerie. Et c'est 7 étapes qui sont vraiment hyper importantes. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un plan d'action concret de 7 étapes pour lancer votre conciergerie. Si tu veux te représenter juste en 2-3 mots qui tu es et pourquoi en fait tu es là du coup. Moi, c'est Soumet. Dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit, j'ai commencé l'immobilier à 22 ans. J'ai commencé par acheter 2 logements que je loue en location courte durée dans une petite ville. Donc après, j'ai acheté donc ma résidence principale. J'ai été bloqué par rapport au financement pour pouvoir réinvestir. Et du coup, j'ai créé donc une société de conciergerie et en parallèle aussi de la sous-location pour continuer à investir dans l'immobilier. Voilà, c'est ça. Et là, actuellement, tu as plus de 30 lots et tu en as encore une dizaine qui attendent d'être signés. Donc voilà, une bonne petite expérience quand même qui a son début aussi, donc c'est ça qui va être intéressant. Première étape sur 7 pour lancer sa conciergerie, selon toi, c'est et moi aussi d'ailleurs, j'en suis vraiment partisan, c'est la formation du coup. On ne peut pas se lancer comme ça sans connaissance. C'est super important de se former déjà pour ne serait-ce qu'avoir les petits tips, enfin les choses justement qu'on ne pense pas avoir, mais finalement qui arrivent. Plus vous avancez, plus vous devez vous former. En fait, c'est juste indispensable parce que sans la formation, malheureusement, je ne pense pas que je serai là aujourd'hui. Et c'est vrai que la formation, finalement, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain d'argent. C'est vraiment un gain global. Et la formation, c'est pas juste pour se lancer, c'est vraiment tout au long parce que vous allez le voir qu'il y aura plein d'étapes, notamment la 6 et la 7, où tu es obligé de continuellement te former en fait pour pouvoir te développer parce que finalement tu peux pas, tu sais pas ce que tu sais pas. Et l'avantage d'une bonne formation, d'ailleurs on est en train de lancer un accompagnement avec Soumet, il y aura plus d'infos juste dans la description, mais c'est vraiment au-delà d'un plan d'action étape par étape, c'est d'avoir toutes les infos, tous les tips, tous les conseils, tous les documents, tous les interlocuteurs à avoir, et c'est avoir un raccourci finalement. Et là, comme on le voit, le temps c'est de l'argent, surtout dans l'immobilier, donc plus vite vous pouvez lancer votre conciergerie, plus ce sera intéressant. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder dans la description si ça peut vous plaire, et j'en suis sûr, si ça vous intéresse, avec l'expérience de Soumet, il y a quand même du lourd. Donc franchement, la formation, c'est vraiment essentiel, et d'ailleurs c'est ce qui fait la transition avec la deuxième étape, et finalement c'était aussi ton parcours, où tu as commencé à te former dans l'immobilier, puis après, tu as fait un peu la preuve de concept, toi, de ton côté. J'ai démarré avec ta formation, j'ai fait mon expérience ici, sur un marché quand même qui était, je ne sais pas si on peut dire un océan bleu. Ouais, je pense. Donc après, ça a fonctionné pour moi. Ouais. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas pour les autres aussi. En fait, ouais, c'est ça, la preuve de concept, c'est important pour soi, pour être convaincu soi-même comme tu l'étais, de dire ok, là il y a vraiment un gros potentiel, et s'il n'y avait pas de monde, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que personne ne s'est intéressé, et tout le monde finalement pensait comme toi avant en disant ça va pas marcher s'il n'y a personne. Deuxièmement, c'est ce qui va permettre de crédibiliser votre offre, parce qu'après finalement vous allez avoir des interlocuteurs qui sont notamment des propriétaires, et si vous ne faites pas de preuve de concept, ils vont pas forcément vous croire, parce que si demain vous allez voir un propriétaire en disant tiens, j'aimerais bien essayer dans ton appart de faire de la courte durée, il te dit montre-moi ce que tu sais faire, et tu sais rien faire, et t'as rien. Donc, et si, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent qui n'ont pas accès par exemple au crédit pour pouvoir investir dans l'immobilier, j'ai aussi des personnes dans la formation qui ont commencé avec les biens de leur famille, par exemple les parents, les oncles, les tantes, en disant écoute, je te le gère, et après voilà, on fait ça, tu fais ça pendant 1 mois ou 2, on voit si ça marche, et comme ça là, ça permet vraiment de faire une preuve de concept, soit en direct comme Soumet, soit par le biais de la famille ou de proches, si vous en avez, et ça c'est vraiment important. Troisième étape du coup, c'est, alors ça c'est très important, on en a pas mal échangé aussi, c'est de choisir la bonne formule en termes de gestion sous-location, donc juste de la sous-location, ou plus de la gestion locative, de la conciergerie on va dire. Si tu peux rapidement expliquer la différence, la sous-location versus la conciergerie. On loue des biens en location classique en fait aux propriétaires, donc on leur verse un loyer comme un locataire classique, mais sauf qu'on est en société. Et du coup, en contrepartie, le propriétaire nous
nous accorde son autorisation pour louer le bien en location saisonnière ou en colocation, ou donc tout type d'exploitation. Et à l'inverse, la conciergerie, c'est vraiment de la gestion pour les propriétaires qui sont déjà en location saisonnière du coup. Et là, tu vas plus prendre un pourcentage sur ce que tu fais. C'est ça, en fait, c'est plus un pourcentage qui est pris au propriétaire. Donc, à l'inverse de la sous-location, on ne verse rien au propriétaire. C'est le propriétaire justement qui nous verse une commission par rapport aux sommes perçues. Du coup. La grosse différence, c'est aussi sur le business model et sur la trésorerie nécessaire. C'est parce que finalement, la sous-location, alors moi j'avais fait plus de la sous-location et sous-colocation sur Lyon. On va dire que l'avantage, c'est que par exemple, on parlait un studio, au lieu d'être loué 400, on va lui louer 500, comme ça il va nous dire, ok, moi je le loue 100 € de plus, donc je vais aller chez vous. Si on fait moins de 500 dans le mois, on perd de l'argent parce qu'on doit lui garantir ce loyer. Si on fait 0, on a une perte de 500. Il suffit que le Covid ou un truc comme ça revienne, là du coup ça peut être problématique. Mais par contre, un appart, comme tu disais, un T2 que tu pourrais louer, allez 400-500, tu fais 1000 € dessus de chiffre d'affaires, de marge par exemple, et une fois que tu enlèves les 500, il te reste 500 € de bénéfice. Donc là c'est intéressant. À l'inverse, la conciergerie, on va dire que c'est plus intéressant parce que ça sécurise beaucoup plus, étant donné que c'est juste un pourcentage sur ce qui a été réalisé. Il n'y a pas de fixe. Donc finalement, c'est le propriétaire qui va encaisser les revenus et il va vous rétribuer 20%, plus les frais de ménage, plus ainsi de suite. Et du coup, c'est ça qui est très très important et c'est ça la grosse différence, c'est qu'il faudra peut-être plus choisir l'un ou l'autre en fonction de votre situation, en fonction aussi de votre degré de risque. Et c'est pour ça que c'est vraiment la troisième étape de savoir exactement vers là où on va et en connaissance de cause. Et d'ailleurs, aussi dans l'accompagnement qu'on propose, on a tous les contrats qui sont aussi offerts, ils sont inclus dans cet accompagnement. Donc juste pour ça, déjà, c'est rentable, hormis toutes les stratégies qu'on pourra partager. Toi, par exemple, tu avais privilégié plutôt quoi? Alors moi, j'étais plutôt parti sur la conciergerie. Okay. J'ai de la sous-location aussi, j'ai des logements sous-location. Comme moi, j'étais salarié et que j'avais des fonds d'urgence entre guillemets pour mes logements, je ne pouvais pas prendre ce risque d'utiliser ces fonds d'urgence pour de la sous-location. Ouais. Donc ça s'est fait en fait petit à petit avec justement le cash flow généré avec les appartements, que je me suis constitué ce surplus pour pouvoir avoir des sous-locations. Donc voilà. Mais après oui, la sous-location, je pense que ceux qui ont une bonne trésorerie ils peuvent déjà aller dedans, et ceux qui sont un peu ric-rac peuvent aller directement avec la conciergerie. Ouais, exactement, c'est ça. C'est vrai que la sous-location, l'avantage c'est que potentiellement on peut gagner beaucoup plus, mais la conciergerie c'est plus stable, on va dire, sécurisé, et il y a moins de risques. Donc après, c'est vraiment vous et votre degré de risque. Je sais que moi sur Lyon, c'était beaucoup de la sous-location, et des fois on exploitait des apparts en colocation, donc on faisait de la sous-colocation, et du coup là c'était intéressant parce qu'on louait par exemple l'appart dans son entier à, je dis une bêtise, 1000 €, il y avait 4 chambres, on louait 4 chambres à 500, du coup on gagnait 1000 € quasiment de marge, donc voilà, c'était hyper intéressant. Mais après, le jour où il y a des problématiques, c'est là où si demain il y a un confinement, il n'y a personne dans votre logement pendant 3 mois, là c'est une perte sèche. C'est là aussi où il faut faire attention au contrat que vous signez, que ça vous engage pas trop longtemps aussi, et que le préavis soit pas trop long, parce que ça, vous pouvez perdre tout le bénéfice de l'année. Ensuite, une fois que vous savez à peu près où vous partez, il va falloir trouver ces premiers propriétaires qui acceptent de faire confiance. Donc toi, comment est-ce que tu l'as fait du coup? En fait, au départ, vous avez, on va dire, plusieurs solutions. Soit vous avez déjà des logements, donc vous avez un réseau de propriétaires, de propriétaires de connaissances, oui, où, du coup vous pouvez échanger avec eux et leur proposer donc vos services. Ou soit là du coup il faut prospecter, et donc la prospection ça peut être des appels téléphoniques. Envers qui du coup? Envers du coup les propriétaires qui louent déjà en fait en location courte durée. Ça peut être aussi auprès des agences, c'est-à-dire que des fois on a des agences qui ont des propriétaires qui souhaitent plus passer par leur service pour X raisons. Peuvent aussi, si vous avez des bonnes relations avec des agences, leur demander pourquoi pas s'il y a des biens qui n'auront plus en gestion. Et après, du coup... tu me dis que tu avais fait un peu de pub Facebook. Voilà, après aussi, il y a la publicité Facebook. Donc là, tu cibles dans ta Voilà, c'est ça, c'est vraiment ciblé dans la ville où vous êtes. Donc c'est vraiment de la publicité en ligne, quoi. Donc après, on peut avoir aussi,
on peut dire ça des stratégies offline, c'est-à-dire faire des stratégies de communication, par exemple journal locaux, enfin, des choses comme ça. Mais vraiment, ouais, là, c'est vraiment du marketing qu'il faut mettre en place. Okay. Et aussi éventuellement, notamment peut-être pour de la sous-location, et même je pense pour de la gestion type conciergerie, c'est regarder sur le bon coin ce qui se loue de particulier à particulier, et d'aller le voir en lui disant bah, je te garantis tel, enfin je te propose pas 500 mais 600 € de loyer, je veux faire ça. Ou à l'inverse, bah, tiens, si tu veux, regarde, voilà ce que j'ai déjà fait et voilà ce que je te propose du coup pour tes biens et potentiellement tu peux gagner bien plus. Pour la sous-location, le Bon Coin c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup on voit facilement les biens qui sont comment dire, qui sont sur le marché. Et souvent les biens qualitatifs, ben, après je pense que dans les grandes villes ils partent vite, mais les propriétaires prennent le temps aussi de choisir les locataires. Donc ça reste un peu quand même visible sur le marché, quoi. Une fois que vous avez commencé à trouver les propriétaires, alors là c'est pas encore fini parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent et notamment quelque chose qui peut pérenniser votre activité, c'est bah, de bien gérer les premières locations quoi, finalement. Ouais, c'est un peu la vitrine du travail que vous allez faire. C'est là en fait toute votre image va se jouer, quoi, en fait, parce que les propriétaires quand vous allez les voir, ben déjà, ils vont vous poser la question de ce que vous savez, ce que vous avez déjà fait, et vous pouvez vous appuyer dessus et leur montrer, voilà, c'est ça. Il y a des très bonnes notes. En plus, si, ça c'est dans l'idéal, si vous avez des très bonnes notes sur le ménage, en expliquant au propriétaire, bah regardez, en plus l'appartement est super bien nettoyé, il est clean, du coup ça c'est intéressant, ça veut dire que votre logement, on va le garder clean aussi. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont sensibles pour ça, et c'est notamment révélateur via les premières réservations. Et plus vous allez avoir des bonnes notes, bah, plus vous allez aussi avoir de la demande, et plus vous allez pouvoir aussi vous créer une image de marque. Donc toi par exemple, tu as ton image de marque en local, les gens viennent et surtout reviennent ici, donc finalement une personne où tu as acquis en direct par le biais d'une plateforme ou par le biais de pub, qui t'a coûté un coût d'acquisition, bah, il va revenir, et là c'est un coût d'acquisition nul parce que du coup il revient. Donc ça c'est vraiment hyper important de vraiment réussir toutes ces premières locations, et même toutes les suivantes, hein, vraiment toutes ces locations, parce que c'est ce qui va vraiment permettre de pérenniser votre activité, d'avoir plus de locataires mais aussi plus de propriétaires en parallèle. Ben c'est un cercle vertueux, quoi. Ah, exactement, donc, complètement. Sixième étape, du coup, c'est de se structurer. Les deux prochaines étapes sont un peu facultatives en fonction de ce que vous visez et de vos ambitions et de vos envies aussi. Si vous souhaitez bah, tout simplement être à peu près tranquille et juste de vivre avec 5-10 apparts, ce qui est totalement faisable, on l'a bien vu quand tu as commencé, générer super bien, des super bons revenus, vous pouvez le faire, mais par contre, si vous avez une ambition un peu plus grande, bah, vous pouvez vous dire, bah, ok, on se structure. Comme toi, par exemple, bah, tu as pris des bureaux, de tout ça. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es structuré concrètement? Pour ceux qui, par exemple, ne veulent pas se structurer, rester vraiment comme, entre guillemets, un auto-entrepreneur ou tout seul, mais du coup, ils peuvent déjà se servir de ce qu'ils ont chez eux ou leur matériel. Toi, c'est comme ça que tu avais fait d'ailleurs? Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec ce que j'avais en ma possession. Et après, le deuxième type de personnes qui souhaitent aller plus loin, on peut se structurer donc avec des locaux pour accueillir les locataires, donc un bureau. Et éventuellement les propriétaires, c'est vrai que ça crédibilise aussi. Pour recevoir aussi les propriétaires. Après aussi, prendre un local pour faire votre blanchisserie, par exemple, installer des machines, pour vraiment avoir quelque chose de structuré, de carré. Ouais, parce que ça, c'est aussi la gestion du linge, c'est hyper important dans la gestion locative de courte durée. C'est que comme tu le disais, tu avais commencé toi de ton côté, mais bon, au final, tu as vite plein de linge de partout. On peut être vite débordé. Enfin, après, tout dépend de la vitesse à laquelle vous évoluez. Mais moi, pour ma part, comme ça a évolué assez vite, je me suis vite retrouvé un peu obligé de mieux me structurer, de prendre des locaux, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok, donc tu as une structuration au niveau local pour plus local technique où tu peux faire ta blanchisserie, en sachant qu'il y a des solutions, d'ailleurs on en évoque, on donne pas mal de contacts, où tu peux délocaliser cette partie-là pour éviter de l'internaliser. Toi, tu as préféré l'internaliser pour diverses raisons. Les bureaux, ça c'est intéressant. Alors c'est pas essentiel, hein, mais c'est aussi intéressant parce que toi, comme tu disais, tu es en plein centre-ville avec les bureaux, donc c'est plus simple pour la gestion des locataires. Il y a aussi, comme tu disais, des locataires qui sont un peu plus anciens, qui ne sont pas forcément sur Internet. D'ailleurs, en fonction de la ville où vous visez, il faut aussi prendre
en prendre rigueur et faire attention à ça, parce que finalement c'est quand même une bonne part de ta clientèle qui ne connaissent pas forcément ou qui n'ont pas envie d'aller sur Booking mais qui veulent aller en agence. Et même demain, si vous avez un appel téléphonique avec le propriétaire, vous pouvez leur dire venez dans mes bureaux, et comme ça là ça fait vraiment carré, ça montre ah oui tiens vous avez des bureaux et tout, oui oui on a 30 logements, on a des bureaux, ainsi de suite. Donc c'est là où c'est vraiment très important en termes de psychologie pour ce qui est des bureaux, mais aussi en termes techniques pour tout ce qui est local technique et ainsi de suite. Et aussi tu peux te structurer. Alors il y a encore une version un peu hybride où j'aimais bien aussi ça, où par exemple si vous êtes dans un centre-ville comme ici qui n'a pas forcément de stationnement attribué au lot, toi tu prends des stationnements au mois et comme ça tu peux aussi les relouer, les sous-louer pour faire. Ça permet de faire des upsells, mais ça vient aussi de la structuration finalement, puisque ça permet de trouver pas mal de possibilités annexes pour augmenter le chiffre d'affaires. Et aussi, qui dit structuration, dit aussi embauche. Et donc c'est vrai qu'il y a deux types de façons de faire, c'est soit on embauche directement en CDD, en CDI, en apprentissage ou autre, soit on passe par des prestats. Tu peux nous expliquer un petit peu toi comment tu avais fonctionné? Alors moi j'ai démarré du coup avec des prestataires extérieurs, donc beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc il y en a pour qui ça a fonctionné, ça allait, d'autres un peu moins. Et du coup, moi j'ai préféré partir sur l'embauche parce que en fait il y a les avantages et les inconvénients dans les deux cas. Après ça sera plus en fonction de chaque personne, en fonction de ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Mais les deux cas sont possibles. On peut partir avec des auto-entrepreneurs ou embaucher directement. Et c'est vrai que toi, dans ton cas, c'était assez intéressant d'embaucher, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah non, je ne veux absolument pas embaucher, ça fait peur, ou ainsi de suite. Pour un cas où on a envie d'être à peu près tranquille, gérer ça, c'est vrai que prendre des auto-entrepreneurs, c'est simple, il n'y a pas trop de responsabilités. Si vous ne les faites pas bosser, vous ne les payez pas, parce que c'est vraiment à la tâche. Toi, tu as pris le parti inverse, mais l'avantage, on va dire, d'avoir des salariés, c'est un peu l'image de marque aussi. Donc tu arrives à bien les gérer, à bien les faire travailler comme il faut, tu les gardes aussi sur le moyen long terme, parce que c'est vrai que des prestats de temps en temps ils disent ah ben non aujourd'hui je peux pas venir, mais c'est pas très grave parce qu'il n'est pas embauché, alors que la personne qui est embauchée, non il a des comptes à rendre, donc ça c'est intéressant. Et notamment toi, c'est aussi un calcul à faire bien sûr, mais dans ta croissance, c'était beaucoup plus simple en termes de gestion et en termes de dispo. Je pense que oui, à un moment donné, quand on a une croissance qui est comme ça, on est obligé de s'entourer justement de personnes. Passer que par des prestataires externes, c'est bien aussi, mais enfin, à un moment donné, ça a ses limites, je pense. Il vaut mieux avoir, entre guillemets, des collaborateurs en interne, et c'est beaucoup plus intéressant, je pense, sur le long terme. Ouais, ok, intéressant. Donc voilà, en termes de structuration, vous voyez que vous avez plusieurs axes qui vous permettent vraiment de vous structurer. Et après, du coup, toujours pareil, c'est facultatif parce qu'il y a des personnes qui veulent rester là, mais toi, c'est pas forcément ça, c'est de toujours chercher la croissance, toujours chercher à grandir. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez deux possibilités de croissance. Vous avez une croissance à l'échelle de votre ville ou de votre région. Et éventuellement, si le processus fonctionne, et c'est peut-être ce que tu ambitionnes aussi, une croissance qui est beaucoup plus large. Du coup, on sort de cette ville, mais on duplique un petit peu le concept, parce que finalement, si ça marche là, qu'on arrive à bien développer et bien automatiser, on peut partir ailleurs déjà. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, moi au départ, quand j'ai démarré, j'ai démarré dans ma ville, de manière progressive. Mais vu que la demande était assez forte, j'ai eu pour ambition d'aller plus loin. Donc si je peux aller dans d'autres secteurs, d'autres villes, c'est pourquoi pas. Ouais, ce qui est intéressant aussi là-dedans, d'ailleurs c'est ce qu'on le voit chez toi, c'est que tu as commencé au centre-ville avec une typologie de biens, donc c'est des apparts, petite surface à peu près, mais du coup tu t'es dit tiens pourquoi pas aller en périphérie de la ville où là c'est des maisons, donc là il y a quand même une progression comme ça, et comme ça fait deux types de clientèle, deux types de budget, comme ça les saisonnalités sont peut-être différentes aussi en fonction de la maison ou de l'appartement, et là ça permet toujours pareil de se diversifier, de réduire ses risques, et après une fois qu'on a fait cette échelle-là, pourquoi pas partir dans d'autres villes, une fois que tout est bien structuré, bien tout automatisé. C'est ça. Yes. Bon, je te remercie en tout cas, Soumet, c'était vraiment cool. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à regarder dans la description aussi, parce que du coup, on peut vous accompagner avec Soumet sur le développement et le lancement de cette activité de conciergerie automatisée et rentable. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement avec toi d'ailleurs, Soumet. Et voilà, donc restez connectés. À très vite. Ciao.